Donc on va faire le corrigé du QCM sur l'appareil reproducteur féminin et son contrôle hormonal. Donc d'abord bravo à vous, parce que même si vous m'avez dit que vous l'avez trouvé compliqué, dans l'ensemble vous l'avez quand même plutôt bien réussi. Bon, alors on va faire le corrigé. Donc libération cyclique par les ovaires, donc d'un ovule ou d'un ovocyte, ça vous le savez. De la puberté donc jusqu'à la ménopause. Donc parce que comme vous le savez en fait tous les futurs ovules donc ovocytes sont produits pendant la vie intra-embryonnaire. À la naissance, la femme naît avec un stock fini d'ovocytes ou d'ovules, il n'y en aura pas d'autres qui vont être produits. Donc en fait ce stock ne va faire que diminuer au cours de la vie. Et donc quand il n'y aura plus, quand le stock sera fini, c'est la ménopause. Donc cette libération s'appelle l'ovulation. Quand il y a émission d'un ovule, c'est une ovulation, et ça a lieu à peu près, c'est le moins important, c'est de la théorie, le 14e jour du cycle. Donc libération des hormones ovariennes dans le sang, donc c'est œstrogène et progestérone, jusqu'ici vous savez, et donc ça contribue à l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc les seins, les hanches, etc. Merci Windows. Donc le cycle commence le premier jour des règles, donc ça vous le savez. Donc la muqueuse utérine ou l'endomètre, donc je dois voir quelque chose là, ouais, ici. Donc on voit bien que le cycle commence avec les règles, premier jour du cycle c'est les règles, ici. Donc on va avoir la muqueuse qui va être détruite, donc qu'on appelle aussi endomètre, puis elle se transforme, elle augmente de taille pour pouvoir accueillir à nouveau un nouvel embryon. À la fin du cycle, on voit que les hormones ovariennes diminuent, et c'est ça qui déclenche les règles. Donc, voilà. Donc, ici. Donc, dans les ovaires choco-ovocytes est contenu dans ce qu'on appelle un follicule. Au début de chaque cycle, on a quelques follicules qui commencent à grossir, qui vont s'appeler follicules primaires. Alors, l'un d'eux devient plus important que les autres, et c'est lui qui va libérer à la fin son ovocyte, voilà, ou le futur ovule, au moment de l'ovulation. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir une croissance? C'est que, déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que, je vais partir sur une autre image, pour que vous compreniez. En fait, ce qu'il y a, c'est que, après l'ovulation, on a peut-être une fécondation qui peut arriver. Or, c'est que quand le futur embryon aura atteint la paroi de l'utérus qui pourra commencer à communiquer avec la maman pour avoir des échanges de nourriture. Bon, là, c'est pas du tout à l'échelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que finalement, pendant 5-6 jours, l'embryon, en fait, ne va pas avoir d'échange alimentaire. Donc, tout ce qui va lui être nécessaire pour se diviser, donc tout ce qui va lui permettre de se diviser, en fait, toutes les stocks de nourriture qui nous permettront de faire les divisions, en fait, sont contenus à l'origine dans l'ovule. Donc, ce qu'il y a, c'est que finalement, alors là, c'est pas du tout à l'échelle, ici, mais au départ, l'ovocyte est de toute petite taille, hein. Il va augmenter de taille au cours du cycle. En fait, c'est parce qu'il va stocker, on va lui stocker dedans des réserves nutritives. Donc en fait, le follicule augmente de taille parce que les cellules folliculaires se multiplient pour pouvoir produire et stocker des ressources nutritives dans l'ovocyte. En fait, l'ovocyte, entre le début du cycle et la fin de sa croissance, a vraiment fait augmenter de taille au moins 10 fois. Donc c'est juste des stocks de nourriture. Donc voilà, une fois qu'il est mûr et prêt, il va être ovulé. Alors juste pour vous dire, hein, c'est un peu du Highlander tout ça, pour ceux qui ont la référence. C'est que finalement on va avoir plusieurs follicules qui vont être recrutés, mais à la fin il n'y en aura qu'un seul qui sera suffisamment gros pour pouvoir permettre une ovulation. Alors quelquefois il y en a 2, ça fait des jumeaux. Voire 3 et ça fait des triplés. Donc après l'ovulation, ce qui reste du follicule, donc il reste quelque chose, puisque en fait, imaginez un follicule quand il est mûr, c'est à peu près une sorte de bouton de 2 cm à la surface de l'ovaire. Donc forcément, quand ce bouton va éclater, eh ben on va avoir de votre cicatrice. Imaginez un bouton de 2 cm sur votre peau, là, vous l'éclatez, vous allez avoir une jolie cicatrice pendant quelques temps. Et ben c'est exactement la même chose. Donc quand le follicule éclate et que l'ovocyte part, il va rester donc la cicatrice qui fait à la surface de l'ovaire qui fait à peu près 2 cm, et donc cette cicatrice ça va être le corps jaune. Donc cette cicatrice se transforme en corps jaune,
et qui va être présente pendant toute la fin du cycle, donc toute cette partie-là du cycle, la deuxième partie du cycle, et donc il va disparaître au fur et à mesure du cycle, ici. Il disparaît de taille, il diminue de taille, parce que comme c'est une cicatrice, forcément il va cicatriser et donc disparaître. Donc le follicule ovarien contenant l'ovocyte produit, on voit bien, hein, ça produit des œstrogènes principalement, et plus ça augmente de taille, plus il y a de cellules folliculaires et plus elles produisent d'œstrogènes, c'est logique, puisqu'il y a de plus en plus de follicules. Donc ça produit des œstrogènes. Le corps jaune, lui, va produire de la progestérone et des œstrogènes. Et donc, ces hormones, on voit bien qu'elles agissent sur des organes cibles qui sont l'utérus. L'œstrogène va provoquer l'augmentation de taille et la progestérone, une multiplication des vaisseaux sanguins. Donc on a un autre mot pour œstrogène, c'est œstradiol. Et donc, comme je disais, c'est pour l'épaississement, progestérone, transformation, donc ce qu'on appelle une dentélisation. Vous voyez, ça fait une sorte de petite dentelle. Donc, comme je viens de le dire, toute cette partie-là, ça va produire des œstrogènes. Les follicules produisent des œstrogènes. Voilà. Quand ton corps jaune, il va produire œstrogène un peu, beaucoup de progestérone. Donc, on voit bien que en fait, ces cycles, grâce aux hormones, vont être coordonnés. On va avoir un utérus qui va être au maximum de sa taille quasiment au moment où on va avoir l'ovocyte qui va être ovulé, et donc là, à peu près vers le 5e jour, quand on pourrait avoir un embryon qui arrive, voilà, un embryon, si jamais il y a fécondation qui arrive, on est vraiment au maximum de la taille et on a une belle vascularisation pour pouvoir mettre en place un placenta. Donc, avant l'ovulation, le follicule augmente de taille, c'est ce qu'on constate, ça augmente bien de taille, et il produit de plus en plus d'œstrogènes, ce qui entraîne l'augmentation de l'épaisseur de l'andromètre. On voit bien une augmentation de l'épaisseur. L'ovulation a lieu quand la paroi de l'utérus est à son maximum d'épaisseur. Après l'ovulation, le corps jaune se forme à partir, donc on a bien une formation du corps jaune à partir des restes du follicule qui a ovulé, et il forme une cicatrice qui va produire de la progestérone et des œstrogènes, et ce qui va provoquer ce qu'on appelle la dentélisation, une augmentation du nombre de vaisseaux sanguins de la paroi de l'utérus. Donc en cas de fécondation, donc l'embryon, s'il arrive par là, il va arriver au niveau d'un utérus qui va avoir une paroi richement vascularisée, donc ce sera prêt à l'accueillir. Donc, par contre, quand le corps jaune disparaît, forcément, il n'y a plus d'hormones pour maintenir la croissance et la vascularisation de la paroi de l'utérus, donc forcément, on va avoir la paroi qui va être éliminée, et ce sera les règles. Enfin, l'idée. Donc ça, c'est une reprise, hein. Donc comme je disais, les follicules se sont formés uniquement pendant la vie embryonnaire, après il y a un stock qui va diminuer tout au long de la vie. Donc les ovaires contiennent des follicules formés de cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte ou futur ovule. À chaque cycle, on a plusieurs follicules ovariens qui augmentent de taille, et ils entrent en maturation. Le follicule en cours de maturation sécrète des hormones qui sont les œstrogènes, comme on peut le voir là. Ces hormones entraînent le développement de la muqueuse utérine, aussi appelée endomètre, afin qu'elle puisse accueillir le futur embryon en cas de fécondation. Au 14e jour du cycle, donc à peu près, un seul follicule arrive à maturité, il va expulser le futur ovule dans les trompes, là, ici, dans les trompes de Fallope. C'est l'ovulation. Après ovulation, le follicule qui a libéré l'ovocyte, donc voilà, se transforme en une cicatrice appelée le corps jaune, qui produit des hormones, et ces hormones, c'est progestérone et œstrogène. En l'absence de fécondation, quelques jours avant la fin du cycle, le corps jaune dans l'ovaire disparaît car il a fini de cicatriser. Effectivement, il diminue de taille, et ce qui entraîne une diminution de la sécrétion des hormones. Donc l'endomètre qui n'est plus maintenu par les hormones, il va être éliminé lors des règles, et ce qui marque le début du cycle suivant. Alors juste une chose, l'ovocyte, il a une durée de vie s'il n'y a pas de fécondation de à peu près 24 heures en moyenne, 24-48 on dit. Donc finalement, s'il n'y a pas de fécondation, l'ovocyte, là il est détruit.
Donc les règles ne correspondent pas du tout à la destruction de l'ovocyte. Les règles, c'est quasiment 14 jours plus tard. Donc non, les règles, c'est pas la destruction de l'ovocyte. Les règles, c'est la destruction de la paroi de l'utérus. Point final. L'ovocyte, il fait, chez l'être humain, il fait, allez, 60 micromètres un ovocyte à peu près, donc c'est rien du tout, c'est peanuts comme taille. Donc en réalité, vous allez pas le voir que vous l'avez éliminé. Hein. Je commençais pas à chercher à le voir, hein, c'est pas la peine. Marquant donc le premier jour du cycle suivant. Donc les expériences. C'était pas grave. Voilà, ce sera bon. Donc action des ovaires sur l'utérus. Donc là on a un petit ovaire qui va bien. Donc on enlève donc l'ovaire, on a un développement cyclique de la muqueuse utérine. Donc cyclique, ça veut dire que ça augmente, ça se détruit, il y a les règles, ça réaugmente, les vaisseaux se multiplient, ça se redétruit, c'est cyclique. Ça se passe comme ça toute la vie jusqu'à la ménopause. Bien, donc variation, donc on a un développement cyclique de la muqueuse utérine. Là ici on enlève les ovaires. Que se passe-t-il ? La muqueuse utérine arrête de fonctionner, on n'a plus du tout de développement, plus de règles, plus rien du tout. On enlève les ovaires et on les greffe ailleurs. Donc on aurait pu très bien les greffer au niveau de la tête, là on l'a mis dans le thorax, tout va bien. On peut le mettre dans la patte, parfait. Là on voit qu'on a une reprise du développement cyclique, et là après on enlève carrément l'ovaire, on le supprime, et à la place on fait des injections, et on voit qu'on avait un développement, par contre il n'y a pas de variation. Donc en fait ce qu'il y a c'est que contrairement donc avec les injections, en fait, on fait pas une variation du taux d'hormones, on a un taux d'hormones qui est constant. Donc en fait, si on constate bien que si on a un système qui est de cyclique ici, si on a une variation cyclique, c'est parce que on a une variation des hormones. Si vous mettez un taux constant d'hormones, en fait, on va avoir un développement constant. Il n'y a pas de variation au cours du temps. On va avoir un endomètre qui va pas être détruit. Donc, reprenons. Donc les ovaires activent contrôle le fonctionnement de l'utérus, ça c'est le cas. Et s'ils n'empêchent pas le fonctionnement de l'utérus, quand ils sont pas là, justement, c'est quand il n'y a plus l'utérus qu'il n'y a pas de développement. L'utérus inhibe, donc non, c'est vraiment dans le sens ovaire vers l'utérus, on n'est pas dans le sens inverse. Donc c'est vraiment les ovaires qui contrôlent le fonctionnement de l'utérus pour qu'il y ait une synchronisation entre les deux. Donc les hormones. Alors, qu'est-ce qu'une hormone ? Donc une hormone, en fait, c'est une substance qui va être produite par une cellule ou un organe, et qui va être transporté par le sang, et qui va agir sur des cellules cibles bien précises, parce que ces cellules ont un récepteur. Ceux qui n'ont pas le récepteur, les autres organes, ne vont pas avoir d'action de l'hormone dessus, et donc ils ne vont pas changer leur fonctionnement. Donc, une hormone, c'est une molécule produite, transportée dans le sang, et qui va agir sur des cellules cibles. Donc les organismes possèdent des récepteurs à l'hormone qui agit sur eux, c'est le cas. L'hormone n'agit que sur les organes cibles, c'est bien le cas. Ça n'agit pas sur tous les organes, que sur les organes cibles qui ont les récepteurs. Donc les organes non cibles n'ont pas de récepteurs, donc ça c'est faux. C'est bien, c'était ce qui était marqué là-haut, c'est bien des messagers qui sont transportés par le sang. Et ce sont pas des messagers nerveux. Donc on reprend notre petite souris. Donc les ovaires, ce qu'elles produisent, c'est bien des hormones qui circulent dans le sang. Parce que effectivement, pour qu'on ait un contrôle des ovaires sur l'utérus, on voit qu'il faut juste qu'il y ait l'ovaire qui soit présent, peu importe où il est. Donc ça veut dire bien qu'on a des molécules qui sont produites, qui vont passer dans le sang et qui vont aller rejoindre l'utérus pour exercer une action dessus. Donc on n'a pas besoin d'un contact direct, on n'a pas besoin d'une ovulation. Donc c'est pas le système nerveux, c'est le sang qui transporte les hormones qui vont aller jusqu'à l'utérus pour le faire se modifier. Donc l'hypophyse, on en a déjà parlé, quand on a parlé justement des hormones masculines, des hormones sexuelles masculines. Donc si vous vous rappelez, l'hypophyse chez l'homme produit la LH et la FSH qui agissent sur le testicule, qui va produire de la testostérone. Et cette testostérone va permettre la production de spermatozoïdes, la croissance du pénis, l'apparition de caractères sexuels secondaires, mais surtout la testostérone, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un rétrocontrôle sur l'hypophyse pour réguler la production de LH et FSH, et donc pour réguler sa propre sécrétion. Donc vous avez aussi peut-être vu, vous vous rappelez, l'hypothalamus qui lui provoque la production de GnRH qui va agir sur l'hypophyse pour entraîner la production de LH et FSH qui entraîne la production de testostérone, etc., etc. Donc chez la femme, l'hypophyse, est-ce que ça a la même action ? Donc
on a une hypophyse aussi chez la femme, c'est bien. Et donc ces hormones sont effectivement également de la FSH et de la LH. Et donc on va donc sur la souris témoin, activité ovarienne normale, muqueuse utérine normale, cycle utérin, tout va bien. On détruit l'hypophyse. Là, ce qu'on constate, c'est que les ovaires ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'ovulation et on n'a plus de développement de la muqueuse utérine. Donc cette fois, on enlève l'hypophyse, on rajoute de la LH et de la FSH. Dans des concentrations adaptées, on s'aperçoit que les ovaires refonctionnent et que l'utérus refonctionne, puisque les ovaires commandent l'utérus. On enlève l'hypophyse, on ajoute de la LH et de la FSH et on enlève les ovaires, donc l'utérus ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment parce que c'est directement les ovaires qui contrôlent l'utérus, le cerveau ne contrôle pas l'utérus, c'est vraiment que les ovaires. Donc les hormones de l'hypophyse activent le fonctionnement de l'ovaire, effectivement. Vous remettez de la LH et de la FSH, les ovaires refonctionnent. Bon, l'utérus ne fait rien, à part produire une muqueuse utérine. Donc, fonctionnement de l'utérus, je vous ai dit que c'est pas le cas. Quand on enlève les ovaires, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Et ça permet effectivement, ça active le fonctionnement. Parce que si on va avoir le follicule, si on a des hormones hypophysaires, les follicules vont se développer et on va avoir une ovulation. Donc le rôle de la FSH, donc la FSH, on constate que quand il y a de la FSH, on a une croissance des follicules, quand on n'en a pas de croissance de follicules. Donc la FSH agit sur les ovaires, puisque les follicules sont dans les ovaires, pour permettre la croissance des follicules. Alors, on va parler de tout ce qui est test d'ovulation. Donc, on constate qu'un test d'ovulation, il va permettre de tester la concentration en LH. Alors, pourquoi ça s'intéresse à la concentration de LH? Alors, je vais mettre un autre petit truc. Ici, voilà. Peut-être moins grand. Je vais un peu le réduire, voilà. Donc ça, c'était le schéma que je vous avais mis tout à l'heure. Donc, on voit l'ovulation. Et là, ici, donc ça, c'est les hormones ovariennes. Et là, je vous ai rajouté les hormones produites par l'hypophyse, donc LH, FSH. Et on constate effectivement que juste avant l'ovulation, on va avoir un pic de LH en violet, un peu de FSH aussi. Et donc, en fait, on a une augmentation de la production de LH juste avant l'ovulation. Donc, si on teste la quantité de LH, on sait qu'il va y avoir une ovulation dans les heures qui suivent. Donc s'il y a beaucoup de LH dans les urines, il y a beaucoup, donc on a une ovulation dans les heures qui suivent. Petite quantité, non, c'est pas le cas. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'apparition des règles. Avant les règles, on a une quantité de LH qui est vraiment faible. C'est vraiment avant l'ovulation. Donc le rôle de l'hypothalamus, alors je remets le petit schéma, je vous ai dit, chez l'homme, l'hypothalamus va agir sur l'hypophyse. Donc chez la femme, on s'intéresse à l'hypothalamus, donc on prend des cellules d'hypophyse et on ajoute de la GnRH. Donc on constate que quand il y a de la GnRH, il y a beaucoup de LH et de FSH produites. Donc là, comme chez l'homme, la GnRH produite par l'hypothalamus stimule l'hypophyse. Donc GnRH fabriquée par l'hypothalamus agit sur l'hypophyse. C'est ce que je viens de dire. Donc, cette fois-ci, on enlève les ovaires. Donc, on veut vérifier, là je suis en train de vous spoiler le truc, si comme chez l'homme, effectivement, on va avoir une rétroaction de la testostérone sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour avoir une production régulée de l'hormone testostérone. Donc, on enlève les ovaires. Si on enlève les ovaires, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oestrogène ni de progestérone qui sont produites. Donc, plus d'oestrogène, plus de progestérone, et on constate qu'on a une augmentation de FSH et de LH. Donc c'est comme quand on appuie sur un frein. Si vous appuyez sur le frein, la voiture va aller moins vite. Si vous levez le pied de la pédale du frein, la voiture va aller plus vite. Donc si vous enlevez le frein, la voiture va plus vite. Et bien là c'est la même chose. J'enlève les hormones, la production augmente, la production est de plus en plus rapide de LH-FSH. Donc effectivement, j'enlève le frein. Donc œstrogène et progestérone sont des freins pour l'hypothalamus. Donc c'est comme chez l'homme. Donc, bon ça on le savait, ça active le fonctionnement de l'ovaire, mais c'est pas ce que ça prouve. Les hormones ovariennes inhibent
la sécrétion des hormones hypophysaires. C'est le frein, ça veut dire qu'elle le freine. Donc c'est comme chez l'homme, en fait, ça va être une rétroaction pour qu'on ait une concentration d'hormones ovariennes et hormones ovariennes qui soit, on va dire, régulée dans le temps. Et donc, quel est le schéma qui est juste? Alors, on a vu que l'hypothalamus agit sur l'hypophyse, qui agit sur l'ovaire, qui va agir sur l'utérus, ici. Donc, hypothalamus, hypophyse, utérus, ovaire, c'est pas bon. Hypothalamus, hypophyse, ovaire, utérus, celle-là est bonne. Et nanana, utérus, ovaire, donc on en a deux qui sont faux parce que ça agit sur l'utérus. Donc, on est sur celle-là, c'est la 2 qui est juste. Le schéma 2 est juste. Donc, on a l'hypothalamus qui produit de la GnRH qui va activer l'hypophyse. En réponse, l'hypophyse produit LH et FSH qui vont activer le fonctionnement de l'ovaire avec tout ce qui est production de follicules et ovulation, puisque la LH va provoquer l'ovulation. Et en contrepartie, donc les œstrogènes et les progestérones produites vont inhiber l'action de l'hypothalamus et de l'hypophyse pour qu'on ait des concentrations qui restent, on va dire, normales, pour ne pas avoir des concentrations qui crèvent le plafond. Donc pour qu'on ait une régulation. Donc voilà. Personnellement, j'ai trouvé facile, mais c'était pour moi. Donc, on a clairement, donc, si je vous montre un petit schéma, donc pour mettre tout ça en image, donc on voit bien que finalement, au niveau de la régulation, il y a 3 phases au niveau du cycle féminin, contrairement à l'homme où finalement c'est qu'une seule phase. Donc, on va avoir avant l'ovulation, autour de l'ovulation et après l'ovulation. Donc, on voit bien que avant l'ovulation, on a une quantité de LH et FSH qui est faible. C'est parce qu'en fait, les œstrogènes vont empêcher la production de LH et FSH par l'hypophyse. Donc on va avoir une quantité juste suffisante pour permettre la croissance des follicules. Le pic d'œstrogène, en fait, va entraîner une stimulation. Donc là, ça va plus bloquer, ça va débloquer du style. Jusque-là, il fallait bloquer, parce que le follicule n'était pas prêt, l'ovocyte n'était pas prêt. Donc c'était un peu du style bloquons, il ne peut pas être ovulé. Et là, on a un pic d'œstrogène qui dit bon, c'est bon, il est mûr. Et là, effectivement, il va falloir déclencher l'ovulation puisqu'on a un ovocyte qui est mûr. Donc, à ce moment-là, on va avoir le pic de LH qui, lui, va débloquer l'ovulation. Donc, le pic d'œstrogène va provoquer le pic de LH. Et donc, une fois que le pic de LH est fait, ovulation, corps jaune et la production de progestérone. Et la progestérone va à nouveau bloquer l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est ce que ça nous donne. Avant l'ovulation, la petite quantité d'œstrogène produite bloque l'hypothalamus et l'hypophyse. Au moment de l'ovulation, juste avant l'ovulation, on va avoir un pic d'œstrogène qui va débloquer à cette fois et donc qui va provoquer un pic de LH. La transformation en corps jaune produit de la progestérone qui rebloque le système. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire et puis je vous souhaite bonne continuation et une bonne journée. Au revoir.